Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a deux possibilités. Soit vous êtes un ancien fan de Formule 1 et vous êtes en manque de dépassement, vous êtes en manque de qualification et de stratégie. Soit vous êtes un fan entre guillemets récent et vous ne savez pas exactement ce que la saison 2025 nous réserve. Cette année va célébrer la 75e saison de l'histoire de la Formule 1. Elle commence dans 3 semaines en Australie et autant vous dire que sur le papier, c'est censé être l'une des plus belles saisons de l'histoire de la F1. On l'a déjà vu l'année dernière avec la saison 2024, avec le nombre de vainqueurs qu'on a eu, le nombre de pilotes sur le podium, le championnat pilote et constructeurs qui se sont joués dans les dernières courses de la saison. Et ben normalement, tout nous porte à croire que cette saison 2025 devrait être encore plus excitante et passionnante. Si jamais vous avez des amis qui essayent de se mettre à la Formule 1 ou que vous essayez de convaincre vos potes pour garder les courses avec vous, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo. On va revenir étape par étape sur ce qu'il va falloir surveiller pour cette prochaine saison de Formule 1. Et puis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et mettre un j'aime. La saison repart dans moins d'un mois et on vous a prévu plein de contenu. Ça va repartir très très vite. Bref, assez parlé. Il est temps de voir ensemble pourquoi cette saison 2025 de Formule 1 risque d'être l'une des meilleures de l'histoire. Juste avant de vous parler de la saison 2025, est-ce que vous savez à quelle heure commence la première course de la saison? 5 heures du matin. Ça va avec la Chine et le Japon aussi qui sont avant 8 heures. Est-ce que vous vous rendez compte de l'heure où on va se lever? Moi, je ne pense qu'à une chose, c'est l'état dans lequel je vais être après pour écrire les récaps pour que ça sorte le soir même. Heureusement pour ça, il y a une solution. Et cette solution, vous savez ce que c'est? C'est Oli, bien évidemment. Oli qui est une marque de boissons énergisantes, mais pas que, qui fait aussi des boissons iced tea, des boissons hydration et plus récemment en plus, des milkshakes. Alors si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, vous connaissez déjà Oli qui nous accompagne sur énormément de projets. Mais bien évidemment, pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'une marque sans arôme artificiel et surtout sans caféine. Oli contient de la New Caf qui vous permet de tenir toute la journée. Ça vous évite de prendre des petites canettes ou des cafés et d'être fatigué au bout d'une heure après l'avoir bu. Avec Oli, vous êtes sûr de tenir toute la journée et de garder votre énergie jusqu'à la fin sans être fatigué. En plus de ça, ça vous permet d'éviter de jeter vos produits à la poubelle toutes les 2 minutes une fois que vous l'avez bu. Vous pouvez avoir des boosters, comme ça vous vous faites vos propres shakers à la maison et le booster en général peut tenir jusqu'à 40 utilisations, donc vous êtes large. Les boissons Oli, que ce soit l'ice tea, que ce soit le Oli Energy ou même l'hydration et les milkshakes sont bien moins caloriques que ce que les autres boissons énergétiques peuvent proposer. Et en plus de ça, vous avez un petit code HYDRO qui vous offrira 10% de réduction sur votre commande. Si jamais vous souhaitez tester et découvrir les produits Oli, je vous conseille de prendre le pack découverte et de vous faire votre propre avis. Si c'est votre première commande, n'hésitez pas sinon à utiliser le code HYDRO5 qui vous offrira 5 € de réduction si c'est votre toute première commande sur le site. Toutes les infos seront dans la description. Je vous laisse aller voir sur le site tous les produits disponibles et proposés par Oli. Merci encore à eux de sponsoriser cette vidéo et de nous soutenir sur nos projets. Et sans plus tarder, il est temps de parler de la saison 2025 de Formule 1. Le premier point à surveiller pour cette saison 2025, c'est le calendrier. Alors comme en 2024, on aura bien 24 Grands Prix dans cette saison de Formule 1, mais la saison ne commencera pas avec la même course. Depuis 2021, la Formule 1 commence toujours avec le Grand Prix de Bahreïn. Ce sera le cas aussi en 2026, mais 2025 est une exception. Cette saison commencera en Australie à 5 heures du matin. Va falloir se réveiller, va falloir être motivé, mais ce n'est pas le seul changement sur cette saison 2025. Les courses qui vont suivre ne seront pas Bahreïn et Jeddah en Arabie Saoudite, mais seront le Grand Prix de Chine et le Grand Prix du Japon. Si vous suivez un petit peu la Formule 1, vous l'aurez donc compris, les 3 premières courses de la saison vont se dérouler avant 8 heures du matin. Il va falloir être motivé pour suivre ce début de saison. Et on retournera ensuite à Bahreïn et en Arabie Saoudite pour la 4e et 5e manche de la saison. Si on regarde le reste du calendrier, on n'a pas de changement massif, mais on a une certaine suite logique en termes de déplacement. Ça a été une grosse critique pendant de nombreuses années que la Formule 1 faisait des allers-retours dans tous les sens. Là, en vrai, si on regarde bien, on commence en Australie, on remonte en Asie pour revenir vers Bahreïn et Jeddah. Ensuite, on va partir à Miami. Bon, voilà, il y a Miami et le Canada qui sont encore mal positionnés malheureusement. Mais entre Miami et le Canada, on fait une petite tournée européenne. Et puis quand on revient du Canada, on fait toute la tournée européenne avant de partir en Amérique, puis de se diriger vers le Qatar et Abu Dhabi pour terminer la saison. En soi, la répartition des courses au calendrier est assez logique. Mis à part du coup Miami
Miami et le Canada, mais le Canada sera replacé en 2026. L'année prochaine, le Canada va être déplacé dans le calendrier afin d'éviter de faire un aller-retour stupide en Europe. Bon, sur cette saison 2025, on retrouvera des double headers, donc c'est-à-dire 2 grands prix en 2 week-ends, et des triple headers, donc 3 grands prix en 3 week-ends. Et Dieu merci, la Formule 1 a supprimé cette pause entre septembre et octobre. L'année dernière, on a eu 3 semaines sans Formule 1 pile après la rentrée. Ne me demandez pas pourquoi, surtout qu'en plus, ça a mis un stress de fou en fin de saison, vu qu'on a eu 2 triple headers d'affilée. La seule pause de 3 ou 4 semaines qu'on aura cette année, c'est le Summer Break. C'est la pause estivale qui a lieu en août entre le Grand Prix de Hongrie et le Grand Prix des Pays-Bas. Pendant ces 3 fameuses semaines, toutes les usines de Formule 1 sont fermées, les pilotes, les ingénieurs, les mécaniciens, tout le monde prend des vacances et la Formule 1 reprendra du coup à Zandvoort pour la deuxième partie de saison 2025. En gros, si je résume cette saison 2025, elle commence un petit peu plus tard, le 16 mars, se termine quasiment à la même date, le 7 décembre, et n'aura qu'une seule grosse pause durant l'année, c'est pendant le mois d'août. Mais ce n'est pas tout. N'oubliez pas que depuis 2021, on a ce qu'on appelle les week-end sprints. C'est les week-ends où on a donc 2 séances de qualification et 2 courses. L'année dernière, on avait eu 6 courses sprint sur les 24 courses et cette année, ce sera pareil. Les courses n'ont pas changé à l'exception de une, c'est la Belgique. Spa-Francorchamps accueillera de nouveau une course sprint en 2025. Sinon, le calendrier est le même. En Chine, on aura une course sprint à 4 heures du matin. D'ailleurs, il faut le préciser. À Miami, on aura une course sprint. Au Kota, on aura une course sprint. Au Qatar et au Brésil aussi. Alors le format des courses sprint n'a pas été évoqué, donc n'a pas forcément changé. On rappelle, le vendredi, vous avez une séance d'essai avec la qualification de la sprint l'après-midi. Le samedi matin, vous aurez la course sprint, puis la qualif pour la course longue l'après-midi. Et le dimanche, vous aurez la course longue. La course sprint est d'environ 100 km. Les qualifications sprint se font avec des pneus médium en Q1 et en Q2, puis des pneus soft en Q3. Mais en attendant que cette saison 2025 commence, on va avoir les essais hivernaux qui auront place fin février à partir du 26 jusqu'au 28. Ce sera à suivre en intégralité sur Canal+. Moi, je ferai des lives bien évidemment pendant les essais hivernaux, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch sur cette période. Et une fois que ces essais hivernaux seront terminés, ce sera direction l'Australie pour la première course de la saison. Le deuxième gros changement de cette saison 2025, c'est la FIA. Il y a eu beaucoup de changements pendant l'hiver, des nouvelles règles, des licenciements, des recrutements, et surtout que la FIA en 2024 a fait beaucoup parler. Entre les décisions un petit peu bancales au niveau de la sécurité, les pénalités injustement données ou parfois trop durement données, les insultes en conférence de presse, les amendes, les déclarations du GPDA ou encore même les déclarations de Mohamed Ben Sulayem, président de la FIA, on va être honnête, en 2025, le climat entre les pilotes et la FIA, il est ultra tendu. Vous vous souvenez sûrement en fin de saison, ces fameuses amendes qui tombaient à tout bout de champ pour les pilotes qui utilisaient un gros mot au micro de la Formule 1. Ça a été le cas de Verstappen, ça a été le cas de Charles Leclerc. Et ben, il y a une nouvelle règle qui a été introduite pour cette saison 2025. Il s'agit du coup de l'article 12.2.1 alinéa F et L qui désormais oblige les pilotes à ne plus utiliser un langage grossier au micro de la Formule 1, que ce soit en conférence de presse, en interview, dans le Mediapen ou même dans les déclarations faites à la presse. En cas de langage grossier, les pilotes vont s'exposer à d'énormes amendes allant de 40 000 € jusqu'à 120 000 €. Je sais pas si vous vous rendez compte du prix, mais le pire dans tout ça, c'est que si on a des pilotes qui récidivent, qui ont plusieurs fois une amende, on pourrait même avoir des retraits de points au championnat. Et alors là, pour moi, là, ça va trop loin. Très clairement, pénaliser un pilote sur le plan sportif par rapport à une déclaration qui est faite au micro ou même dans la presse, peu importe, je trouve ça pas très respectueux et pas très logique. À mon avis, dès les premières courses de la saison, le GPDA va faire un communiqué et on va surtout entendre les pilotes justement en parler parce que jusqu'à maintenant, personne n'en a parlé. Mohamed Ben Sulayem, président de la FIA, a même laissé sous-entendre cet hiver lors d'une conférence que la F1 pourrait arrêter de diffuser les team radio à cause justement de ces insultes ou de ces propos un petit peu grossier de temps en temps. Alors, l'année dernière, faut savoir que le GPDA avait communiqué dessus, avait justement exprimé son avis sur cette nouvelle règle et ces nouvelles pénalités financières, et la FIA avait été très claire. Vu et sans tape. La FIA avait très clairement répondu, enfin, quand je dis la FIA, Mohamed Ben Sulayem avait très clairement dit, on fait les règles, vous les respectez, l'argent que vous nous donnez, vous n'avez pas à savoir où il va. Donc, très clairement, la relation entre la FIA et les pilotes est pas forcément des meilleures, et je pense qu'en 2025, ça va encore faire beaucoup
parlé et il va y avoir encore beaucoup de débats sur certaines décisions. En parlant de décisions, il y a eu d'ailleurs quelques petits changements au niveau du règlement, comme par exemple le point du meilleur tour qui n'existe plus. Vous vous en souvenez sûrement, à partir de 2019, si vous faisiez le meilleur tour et que vous terminiez la course dans le top 10, vous récupérez un point supplémentaire. L'année dernière, ça avait fait un petit peu débat et controverse avec le meilleur tour de Ricciardo à Singapour, qui avait enlevé un point à Lando Norris, qui allait gagner la course. Ricciardo lui était dernier, donc n'a pas pris le point bonus, et surtout, ça a aidé Max Verstappen indirectement. Suite à ça, la FIA a dit stop, plus de points pour le meilleur tour, cette histoire est terminée, donc je trouve ça un petit peu dommage, parce que des fois, ça pouvait rajouter un peu de piquant ou de stratégie pour des mecs qui avaient littéralement plus rien à gagner. Une autre décision qui a été prise pour cette saison 2025, c'est le mini DRS. Est-ce que vous vous en souvenez de cet aileron arrière de McLaren utilisé à Bakou? Cet aileron avait fait beaucoup parler et contournait un petit peu le règlement aérodynamique. Bon, malheureusement, il a été banni, donc on verra aucune équipe utiliser ce genre de solution aéro. Et en parlant d'aérodynamisme, les ailerons, la flexibilité des ailerons a été réduite. On est passé de 15 mm à 10 mm. Alors, cette règle, elle ne rentrera en vigueur qu'à partir du Grand Prix d'Espagne, mais on va encore avoir, je pense, pas mal de débats et pas mal de discussions autour de ce qu'on appelle les flexi-wings. Un autre point très important pour la FIA en 2025, ça va être la cohérence et la rapidité de la prise de décision. Parce que l'année dernière, on a vu des dingueries. Il faut être honnête. Entre les pénalités abusives, les pilotes qui n'ont pas pris de pénalité alors qu'ils auraient dû, ou bien même les décisions comme au Qatar l'année dernière. Est-ce que vous vous souvenez du rétroviseur d'Albon qui est resté sur la trajectoire pendant je ne sais pas combien de tours sans que la FIA agisse? Non mais c'est pareil, désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais est-ce que vous vous souvenez du Grand Prix du Kota? George Russell qui prend une pénalité pour avoir poussé un pilote au large, Verstappen lui de son côté qui ne prend pas de pénalité pour avoir fait exactement la même manœuvre. Bon bref, la FIA va vraiment devoir faire attention cette année parce que ça pourrait causer beaucoup de dégâts en interne. Et mine de rien, ça en a déjà causé vu qu'on a des changements au sein de la FIA pour cette saison 2025. Alors si vous vous souvenez bien, après le Grand Prix de Las Vegas, on avait eu Niels Wittich qui avait été remercié, qui était directeur de course du coup à la FIA. Et là cet hiver, c'est Johnny Herbert qui a été remercié. Johnny Herbert qui a été présent pendant de nombreuses années au sein des commissaires de course. Cette décision, honnêtement pour moi, elle est logique. Johnny Herbert est consultant. Je ne vois pas comment quelqu'un qui travaille à la FIA peut ensuite prendre un micro à la télé et venir critiquer ou féliciter des pilotes. Normalement, la FIA, c'est l'arbitre. Ils sont censés être neutres. C'est Rui Marquez, du coup, qui avait remplacé Niels Wittich après le Grand Prix de Las Vegas. Et cette année, il sera accompagné d'une assistance à la direction de course qui est donc Claire Doubleman et qui va donc l'aider à gouverner sur le corps de commissaire. On a entendu des dire que cette année, la FIA aimerait faire varier et changer assez fréquemment les commissaires afin de ne pas avoir d'injustice ou de favoritisme au niveau des décisions. Mais ça, pour l'instant, rien n'a été annoncé. Cette saison 2025 va être marquée par quelque chose qu'on n'a pas eu l'année dernière, les transferts. Cette année, entre la dernière course de la saison 2024 et la première course de la saison 2025, il n'y a que 2 équipes qui n'ont pas changé. Aston Martin et McLaren, sinon tout le reste a au moins eu un changement de pilote. Alors autant vous dire qu'on passe d'un extrême à l'autre parce que de fin 2023 à début 2024, on avait eu 0 transfert et là, c'est totalement l'opposé. Mais on va pas se plaindre. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos sur 2 transferts en ce début d'année. On a déjà fait une vidéo sur Liam Lawson, la prochaine victime de Max Verstappen, peut-être, on ne sait pas, qui remplace du coup Sergio Perez. On a fait une vidéo bien évidemment sur Lewis Hamilton chez Ferrari et les conséquences de son transfert au sein de la Scuderia. C'est pas les seuls transferts pour cette saison 2025. Mercedes a recruté Andrea Kimi Antonelli pour être aux côtés de George Russell. Ça va être le plus jeune pilote. Il vient à peine d'avoir 18 ans et vient à peine d'avoir eu son permis passé cet hiver. Il y a énormément de pression autour d'Andrea Kimi Antonelli qui est considéré par toute la grille comme le crack absolu, le talent pur en sport automobile, mais il est si jeune, il a si peu d'expérience qu'il va sûrement y avoir des bêtises, il va y avoir besoin d'une courbe d'apprentissage et ça va être intéressant de voir justement comment Antonelli va s'adapter au sein de chez Mercedes et aussi sur la grille aux côtés de pilotes comme Hamilton, Leclerc, Norris ou Verstappen. Je me permets une petite info, comme ça vous êtes au courant et vous pouvez mettre un rappel dans votre calendrier. Lundi, la cool room de Gwen Lagrue sort. Gwen Lagrue, on rappelle, responsable de l'académie Mercedes et manager de Andrea Kimi Antonelli et George Russell. Autant vous dire qu'on va bien parler de ce sujet et rentrer dans les détails pour cette saison 2025. Moi, j'ai aucun doute sur la capacité d'Antonelli de performer. Je pense juste qu'il va y avoir des erreurs et c'est normal
normal. Il arrive très jeune. Verstappen, il lui a fallu 3 ans, les gars. 3 ans pour que Verstappen passe une saison sans boulette. On parle même pas encore de gagner et dominer des championnats. Et puis je pense que George Russell va très bien gérer ce rôle de leader, prendre la place de Lewis Hamilton du coup, et d'être un petit peu la tête d'affiche, le mentor de cette équipe Mercedes. Vu que je viens de parler de Gwen Lagrue et de l'académie Mercedes, ça me permet aussi de parler d'Esteban Ocon, parce qu'on va en parler dans la cool room forcément. Esteban Ocon a rejoint Oliver Behrman chez Haas, et ça pour le coup j'ai hâte. Là je pense honnêtement que Ocon va revivre, on va assister un petit peu à la renaissance d'Esteban Ocon, un nouveau projet en plein développement, accompagné d'un jeune pilote, donc il va pouvoir justement être le leader dans cette équipe et pouvoir un petit peu mener le développement. J'espère juste pour Esteban Ocon que la voiture va être bonne, c'est un peu la crainte que j'ai. J'espère que Haas va avoir une voiture compétitive, mais si elle l'est, je pense qu'on pourrait voir un Esteban Ocon très performant. Et pour Oli Behrman, je suis pas du tout inquiet non plus. Même s'il a eu une saison de Formule 2 un peu compliquée, à l'image d'Antonelli, je pense que ce qu'il a fait en Formule 1 prouve qu'il est prêt. Je pense qu'il est capable justement de faire une bonne saison, de gentiment se développer et de monter étape par étape en niveau et en performance. Et je pense honnêtement que Haas, avec Ocon et Behrman, a un très bon duo pour 2025. Vous allez voir dans cette vidéo, j'essaie de faire des transitions, c'est un peu mon métier, je suis créateur de contenu. On a parlé d'Ocon, il est français. On parle de Hadjar, il est français. Isaac Hadjar, première saison en Formule 1. On a un 3e français sur la grille aux côtés de Ocon et Gasly. Isaac Hadjar chez Racing Bulls va être aux côtés de Yuki Tsunoda. Là aussi, un très bon pilote avec de l'expérience. Yuki Tsunoda, il est ancré dans cette équipe. C'est un petit peu le noyau du projet depuis maintenant 4 ans. Mine de rien, Isaac Hadjar, il arrive quand même en tant que vice-champion de Formule 2, ce qui est pas rien. Et surtout, au vu de ce qui s'est passé en F2 l'année dernière, autant vous dire qu'il aurait mérité lui aussi le titre. Et c'est le 72e pilote français de l'histoire de la Formule 1. Donc j'espère que vous qui regardez cette vidéo en tant que Français, vous allez soutenir nos pilotes, vous allez soutenir Isaac, parce qu'il va en avoir besoin forcément. Mine de rien, ça me paraîtrait pas impossible qu'on voit Isaac et Esteban se taper dessus sur la piste, parce que je pense que Haas et Racing Bulls vont être à peu près au même niveau, ou en tout cas se battre pour les mêmes positions. Donc on pourra avoir de très belles batailles entre pilotes français sur la piste. On a un autre transfert pour 2025 qui me brise le cœur, c'est Carlos Sainz chez Williams. Je pense que vous avez tous vu du coup le reveal de la Williams à Silverstone. Il a l'air déprimé. Il a l'air déprimé, le pauvre Carlos. Alors, je pense qu'il essaye de se motiver, de se convaincre un peu lui-même, mais ça se voit sur les shootings, ça se voit sur les interviews. Il a pas le même peps que quand il était chez Ferrari. Après, le pauvre, il passe de Maranello à Silverstone. Déjà, rien que la météo, je pense que ça flingue le moral. Niveau performance, on va en reparler en fin de vidéo, surtout sur le cas Williams, mais je suis même pas convaincu que la Williams soit une très bonne voiture. En tout cas, je pense pas qu'ils vont être très performants cette année. Donc, ça va être dur pour Carlos. Si vous êtes fan de Sainz, je vous souhaite du courage parce que là, l'année va être très longue. Et pour finir avec les transferts, on a Hülkenberg et Bortoleto qui ont donc rejoint Kick Sauber. Alors là, encore une fois, on a le champion de F2 qui est censé être du coup le meilleur rookie entre guillemets. On a Nico Hülkenberg qui a fait une saison exceptionnelle en 2024. Les deux se retrouvent dans la pire équipe. Les deux se retrouvent dans la voiture qui a terminé dernière au classement 2024, mais loin derrière. Si on est 100% honnête, cette saison 2025 pour Sauber, elle vaut rien du tout. Elle vaut du beurre, hein, sans jeu de mots. Là, actuellement, Hülkenberg et Bortoleto, ils attendent juste l'arrivée de Audi en 2026. Ils vont juste préparer ce nouveau projet. C'est une année de transition, d'adaptation. Voilà, pas plus à mon avis. Je pense quand même qu'on pourra avoir des bonnes surprises. Si la voiture est pas désastreuse, on a Bortoleto-Hülkenberg qui est quand même un très bon duo de pilotes. Et mine de rien, si des opportunités se présentent, je serais pas surpris de voir un des deux pilotes terminer dans les points au moins une fois dans la saison. Bon, maintenant que je vous ai présenté les transferts des pilotes et ce qui allait se passer, on va parler des voitures. On va parler de cette convergence de performance. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette convergence de performance que tout le monde utilise depuis quelques semaines? On arrive sur la dernière saison de la réglementation qui est instaurée depuis 2022. L'année prochaine, on changera de réglementation. Donc là, on arrive entre guillemets au maximum du développement. On va atteindre des plafonds de verre. Et donc, logiquement, cette convergence va faire que toutes les équipes vont être ultra serrées d'un point de vue performance. Pour l'instant, on peut pas savoir qui aura la meilleure voiture. On peut pas savoir si une équipe va dominer. On peut pas savoir si ça va être ultra serré et qu'ils vont tous être à égalité. Ça, il faut attendre les essais hivernaux et surtout la première course le 16 mars. Néanmoins, il faut l'admettre, au vu de la saison 2024, on peut déjà essayer un petit peu d'imaginer les différents scénarios. On sait que McLaren a été très performant sur le développement et a fini la saison avec une voiture monstrueuse. On sait que Ferrari, eux aussi, sur la deuxième partie de saison, ont réussi à
à rattraper les problèmes de début de saison et à devenir presque plus performant que Red Bull. À l'inverse, Red Bull, par exemple, avait commencé la saison sur les chapeaux de roue, mais n'a jamais réussi à relever la barre, n'a jamais réussi à regagner de la performance pour dominer en fin de saison. Et derrière, par exemple, Mercedes n'a jamais compris comment la Mercedes a gagné en 2024. Mercedes l'a avoué, Mercedes ne comprend pas pourquoi sa voiture fonctionne ou ne fonctionne pas. Normalement, cette saison 2025, à tous les niveaux, devrait être l'une des saisons les plus serrées de l'histoire de la Formule 1. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Esteban Ocon qui l'a annoncé récemment en interview que normalement la saison 2025 devrait être l'une des meilleures de l'histoire, ou au moins de l'histoire moderne, depuis les V6 hybrides. Pour moi, il y a pas mal de choses à surveiller sur cette saison 2025. La première, c'est Max Verstappen. Max Verstappen pourrait cette année remporter un 5e titre consécutif de champion du monde. Il égalerait Juan Manuel Fangio en termes de titres, mais surtout, ça deviendrait le 2e pilote de l'histoire à avoir gagné 5 titres d'affilée. Derrière Michael Schumacher, il rentrerait dans ce club très fermé de Michael Schumacher, Lewis Hamilton et Juan Manuel Fangio. Mais pour ça, il va falloir avoir une voiture qui performe ou qui gagne à minima des courses. Et ça, honnêtement, je suis pas sûr. J'ai un peu peur que Red Bull soit en retrait dès le début de la saison et que Red Bull passe très rapidement sur le développement de la voiture de 2026. Et j'ai peur que cette année pour Max Verstappen soit une année très très difficile à digérer. Ce qui s'était passé pour Red Bull en 2024, c'est que Red Bull avait adopté une nouvelle philosophie aérodynamique qui n'avait pas du tout fonctionné, qui avait posé des gros problèmes sur le comportement de la voiture. Et quand on voit le développement des autres équipes, comme je vous l'ai dit, je ne vois pas comment McLaren ne peut pas dominer ce début de saison. McLaren, avec son duo de pilotes en plus, devrait être ultra performant et ils le savent, c'est annoncé et Norris en a parlé, ils sont favoris pour cette saison 2025. Est-ce que Lando Norris pourrait gagner son premier titre de Formule 1 ? La question se pose. Est-ce que Oscar Piastri pourrait venir prendre un titre avant Lando Norris si la McLaren performe toute la saison? Les questions se posent. Une autre question qu'on peut rajouter à l'équation, est-ce que Ferrari, au final, pourrait être plus performant que McLaren? Je rappelle, je remets les bases, on a Leclerc, Hamilton chez Ferrari. On a un duo exceptionnel. Imaginez si la voiture est équivalente, voire un petit peu meilleure que la McLaren. Là, on se retrouve avec une bataille à 4, 5, peut-être même 6 pilotes pour le titre. Je sais pas réellement où placer Mercedes dans cette bataille pour le titre, parce que pour moi, Mercedes semble un petit peu trop loin, même si George Russell l'a dit. Mercedes a énormément travaillé sur la voiture de 2025. Ils ont très rapidement basculé sur le développement de cette voiture. Elle semble être performante, d'après Russell, mais c'est pareil pour Ferrari. Ferrari l'a annoncé, 99% des pièces de la voiture de 2025 vont être nouvelles, vont être des évolutions. Donc là, en termes de performance, on va atteindre un plafond et on va avoir des écarts ultra serrés qui, comme je le disais, devrait rendre cette saison absolument exceptionnelle. Et là, vous devez vous dire, bah ouais, mais Hydro, en vrai, c'est cool les top teams et tout, mais ça veut pas dire que ça va être serré derrière. L'année dernière, on a eu une bataille de ouf entre Racing Bulls, As et Alpine qui est revenu en fin de saison. Parce que oui, on souligne pas assez les performances d'Alpine sur les 4 dernières courses de l'année qui étaient incroyables. On rappelle, Gasly jouait le top 5 à chaque course. Voilà. Ça vous suffit? Donc même si les top teams vont se battre entre elles, derrière pour les positions du top 10, ça va se taper fort entre As, Racing Bulls, probablement Alpine, peut-être Williams, on sait pas, peut-être en début de saison. Aston Martin forcément va être entre ces deux blocs, va être soit au niveau du midfield, soit être un petit peu plus proche des top teams, mais c'est sûr c'est qu'il y aura Aston Martin au milieu de ces deux batailles. Bref, la saison va être totalement folle et il y a un paramètre qui va faire basculer cette saison 2025, c'est le changement de réglementation en 2026. Parce que oui, pour moi, ce qui va rendre cette saison 2025 incroyable, c'est le fait que cette saison 2025 doit être sacrifiée pour certaines équipes. Je vous apprends rien, en 2026, on aura un nouveau règlement moteur, un nouveau règlement châssis et aérodynamique. Et depuis le 1er janvier 2025, les équipes sont autorisées à travailler et développer leur voiture de 2025. Avant ça, c'était interdit. Ce qui veut dire que pendant cette saison 2025, il va falloir décider à un moment de basculer le développement, basculer les ressources et tous les projets sur la prochaine réglementation. Et là, on a un vrai problème. Là, honnêtement, c'est là où tout l'intérêt de cette saison 2025 arrive. À quel moment chaque équipe va basculer son développement? On le sait, par exemple, Williams, Kik et Aston Martin, c'est officiel, c'est annoncé. Le plus vite possible, ces 3 équipes vont se concentrer sur 2026 pour absolument réussir la nouvelle réglementation. Mais des équipes comme Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren ou Alpine, des
des équipes qui peuvent aller chercher des gros résultats. Comment tu décides? À quel moment tu décides? Est-ce que tu fais le sacrifice? Est-ce que tu joues les positions, voire le titre jusqu'au bout de la fin de saison? Je rappelle quand même qu'en 2026, en plus de ça, on a l'arrivée d'une 11e équipe. Alors, on a Kicksober qui va devenir Audi F1, pas de souci, mais on a aussi Cadillac qui va arriver. Cadillac, nouvelle équipe, on aura donc 22 pilotes l'année prochaine. Et en plus de ça, fin 2025, une bonne partie des pilotes vont être libres de contrat. On va avoir George Russell, on va avoir Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Jack Doohan, Liam Lawson, Isaac Hadjar. Et dans la liste des pilotes que je viens de vous donner, il y a 2 pilotes qui vont avoir un rôle clé. C'est George Russell et Yuki Tsunoda. Si la saison 2025 de Russell et Tsunoda se passe mal, ça pourrait rapidement compliquer les discussions pour les contrats. Et on rappelle quand même que Mercedes est un siège très convoité en Formule 1. Si George Russell venait à quitter cette équipe, je pense qu'il y aurait beaucoup de candidats. Si jamais Yuki Tsunoda vient à partir de chez Racing Bulls, c'est pour aller où? Parce qu'apparemment chez Red Bull, c'est pas prévu qu'il passe à la place de Liam Lawson. Est-ce que Yuki Tsunoda irait donc chez Aston Martin en 2026 avec l'arrivée du moteur Honda chez Aston? Vous voyez, cette saison 2025, je pense que j'en ai déjà assez dit, mais cette saison 2025 nous réserve énormément de questions, énormément de surprises et je pense beaucoup de rebondissements. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir cette saison 2025. J'espère qu'on se met pas trop de hype trop haute et qu'on va pas trop être déçus, mais sur le papier, je vous le redis encore une fois, si vous ne vous rendez pas compte, cette saison 2025 a des enjeux à tous les niveaux. Sportifs, monétaires, développement, transfert, contrat, tout ce que vous voulez. Il va falloir tout suivre et de très près. C'est pour ça que je vous conseille de vous abonner d'ailleurs. Mais honnêtement, j'ai vraiment hâte que cette saison commence. Elle va être très longue et très intense, mais je pense qu'on va se régaler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire au plus court possible, mais ça a été très long pour vous donner toutes les informations pour cette saison 2025. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à me donner votre avis sur la saison 2025 dans les commentaires. Qu'est-ce que vous attendez le plus de cette nouvelle saison de Formule 1? Nous, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, lundi prochain, la Cool Room de Gwen Lagrue, responsable de l'Académie Mercedes Formule 1. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.